Et si nos pensées pouvaient littéralement devenir notre réalité? Pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Non, ce n'est pas de la science-fiction. Les histoires qu'on va explorer aujourd'hui sont la preuve que notre esprit peut être l'architecte ou le saboteur de notre propre biologie. Cette phrase, elle est glaçante, n'est-ce pas? C'est l'histoire d'un homme à qui on annonce un cancer en phase terminale. 3 mois à vivre. Son unique souhait, c'était de voir un dernier Noël avec sa famille. Il s'est accroché, il a eu son Noël, et il est mort 1 semaine plus tard. Mais voilà le choc. L'autopsie révèle l'impensable. Il n'y avait aucune trace de cancer. C'est comme si son corps avait obéi à la lettre au pronostic. Un exemple terrifiant de ce qu'on appelle l'effet nocebo. Alors on a ça. D'un côté, une croyance qui mène tout droit à la mort. Et de l'autre, l'histoire incroyable d'une chercheuse en cancérologie qui a vécu une guérison que tout le monde jugeait impossible. 2 destins radicalement opposés, mais avec une seule et même force en jeu, la croyance. Pour comprendre comment ça marche, il faut d'abord décortiquer le programme de la peur. Alors que se passe-t-il vraiment dans notre tête, dans notre corps, au moment où on reçoit un diagnostic terrifiant? C'est un instant qui peut enclencher une réaction en chaîne redoutable. La peur, c'est presque instinctif, ce sentiment que quelque chose est plus grand que soi, que quelque chose nous a attrapés. Et cette émotion, loin d'être anodine, est en fait le catalyseur de tout ce qui va suivre. Le processus est quasi mécanique. Le diagnostic tombe, la peur s'active. Cette peur intense nous rend incroyablement suggestibles. Et c'est là que le piège se referme. Cette suggestibilité permet à notre esprit de programmer notre corps pour qu'il fabrique la maladie. Le pronostic devient alors une prophétie auto-réalisatrice. Le mot-clé ici, c'est vraiment suggestibilité. Quand la peur prend le contrôle, notre esprit critique, notre pare-feu mental est complètement désactivé. On absorbe les pensées négatives sans aucun filtre. Un médecin dit 3 mois à vivre. Et cette phrase, au lieu d'être analysée, s'implante directement dans notre subconscient. Et qui exécute les ordres? C'est notre système nerveux autonome. On peut le voir comme le pilote automatique du corps. Le problème, c'est qu'il ne fait pas la différence entre une menace réelle et une pensée terrifiante. Pour lui, c'est la même chose. Il traduit la peur en chimie, créant dans le corps l'environnement parfait pour l'issue redoutée. La question est, si la peur peut nous programmer pour le pire, existe-t-il un programme inverse? La réponse est un grand oui. Et c'est là que ça devient passionnant. On va passer du problème au plan d'action. Il existe une autre voie, un autre état d'être, qui s'appuie sur une des émotions les plus puissantes qui soit. Attention, il y a une nuance capitale ici. Essayer de se forcer à penser « je suis en bonne santé » alors que chaque cellule de notre corps crie la peur, c'est totalement inefficace. C'est comme crier dans le vent. La pensée positive seule ne peut pas traverser le mur de l'émotion. La clé, c'est de changer l'émotion d'abord. Il faut basculer de la fréquence de la peur à celle de la gratitude. La gratitude, ce n'est pas juste dire « merci », c'est un signal incroyablement puissant. Quand on ressent de la gratitude, on envoie à notre corps le message chimique que l'événement qu'on souhaite est déjà arrivé. Le corps, lui, ne fait pas la différence. Il croit que la guérison est déjà là, ici, maintenant. Il se met en mode réception. Et ce n'est pas qu'une jolie théorie. Des études scientifiques ont montré que pratiquer cet état de gratitude pendant seulement 4 jours peut renforcer une protéine clé de notre système immunitaire, l'immunoglobuline A de 50%. C'est une augmentation massive de la défense et de la résilience du corps. Voilà le secret. En changeant d'abord l'état émotionnel, on ouvre la porte. Le corps, qui est maintenant en état de recevoir, peut enfin accepter et croire aux pensées de santé et de bien-être. C'est comme ça qu'on reprogramme notre système nerveux autonome pour un tout autre avenir. Et ça nous ramène directement à l'histoire de notre chercheuse. Revenons donc à cette femme, cette scientifique spécialiste du cancer. Son parcours est l'application concrète, la démonstration vivante du pouvoir de ce fameux code de la gratitude. Il faut bien mesurer à quel point sa situation était désespérée. En tant que scientifique, elle connaissait les stats et elle n'était pas bonne. Les traitements standards, 1 à 1, échouaient. Le cancer se propageait partout, la douleur était insupportable, le pronostic était inexistant. Et c'est là, au fond du gouffre, qu'elle a eu un déclic, une prise de conscience fulgurante. Si les solutions extérieures ne fonctionnaient pas, alors la solution devait venir de l'intérieur. Si son corps devait changer, c'est elle qui devait changer d'abord. Et c'est exactement ce qu'elle a fait, avec une discipline de fer, chaque jour, sans aucune exception. Il faut imaginer, il y avait des jours où elle se sentait horriblement mal, mais elle méditait quand même. Des jours où la peur la submergeait, mais elle choisissait la gratitude.
des jours de doute intense, mais elle persistait. Chaque jour est une bataille, une victoire sur son ancien nez. Et là, la chronologie de sa guérison est tout simplement stupéfiante. En seulement 2 semaines, plus rien dans les poumons. 2 semaines de plus, plus rien dans les os. Et finalement, les scanners sont formels. 0 trace de cancer. Nulle part. Elle n'était pas en rémission, elle était guérie. Son corps s'était complètement régénéré. Alors, la question évidente, où est passé le cancer? Sa réponse est d'une profondeur incroyable. Pour elle, la maladie n'a pas été combattue, elle a été transcendée. Le cancer appartenait à son ancienne identité. En changeant qui elle était au plus profond d'elle-même, elle a créé une nouvelle biologie, un nouveau corps dans lequel la maladie ne pouvait tout simplement plus exister. L'histoire de cette femme, ce n'est pas juste une victoire personnelle. C'est une percée pour le potentiel humain tout entier. C'est un peu comme quand un athlète a pulvérisé une barrière qu'on croyait physiquement infranchissable. Pendant des décennies, le monde scientifique et sportif pensait qu'il était impossible pour un être humain de courir un miles en moins de 4 minutes. Et puis, en 1954, Roger Bannister l'a fait. Et savez-vous ce qui s'est passé? Soudain, des dizaines d'autres coureurs ont réussi. Il n'a pas changé la biologie humaine, il a changé la croyance collective sur ce qui était possible. Eh bien, c'est exactement ce que cette chercheuse a fait pour la guérison. Elle est le 1000 en 4 minutes de la biologie. En réalisant l'impossible, elle a déplacé la ligne de ce que l'on croit être possible. Son histoire a planté une graine dans la conscience collective, cette petite idée qui fait son chemin. Si elle a pu le faire, alors peut-être que d'autres le peuvent aussi. Elle est la preuve tangible, une empreinte indélébile qui démontre que nous avons en nous un pouvoir de guérison que l'on commence à peine à soupçonner. Son existence même devrait nous faire remettre en question toutes nos croyances sur les limites de notre corps. On entre dans une ère où savoir que c'est possible ne suffit plus. Le temps est venu de savoir comment faire. L'histoire de cette femme est une feuille de route, une invitation. Elle nous pousse à devenir conscients des nouvelles possibilités qui sont en nous. La question n'est plus est-ce que c'est possible, mais plutôt de quelles nouvelles possibilités allons-nous devenir la preuve vivante.